droite, le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Et avec moi pour mener cet entretien, Maëlys Clausel. Merci Maëlys d'être avec moi et merci à vous Pierre Chaillot d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes analyste et statisticien, créateur de la chaîne Décoder l'écho, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions de l'Artilleur. Merci donc d'être avec nous et merci aussi pour cet ouvrage qui arrive dans une phase de l'histoire du Covid comme une conclusion. C'est l'heure où après tous les chamboulements qu'on a pu connaître, toutes les crises qu'on a traversées, on va établir le bilan. Et vous, pour procéder, vous choisissez la méthode qui est encore la plus fiable, c'est celle des chiffres. Alors pour commencer, comment se sont déroulées vos recherches ? Est-ce que tous ces chiffres que vous avez pu fouiller ont été simples à trouver ou bien est-ce qu'il a fallu quand même mettre un coup de pied dans la fourmilière, Pierre Chaillot ? Bien, bonjour à tous et merci de me recevoir. Oui, alors, je sors un second livre en fait d'ici 5 jours qui s'appelle Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, et qui fait suite au premier ouvrage qui lui s'appelait Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et donc le premier ouvrage voulait mettre en effet un coup de pied dans la fourmilière en révélant ce que tout nous disaient les chiffres officiels, celles des instituts, des gouvernements, ce que l'on pouvait dire des différents chiffres. Et j'ai traité de toute la crise Covid et de façon à mettre en lumière la totalité des mensonges, des stupidités, des absurdités qui ont été proférées pendant cette crise et qui ont servi d'excuse à la mise en place d'un régime totalitaire prétendument sanitaire, mais qui n'avait rien à voir avec les questions sanitaires. C'était bien l'objet du premier livre. Ce deuxième livre, il va un peu plus loin sur une thématique particulière qui est celle des victimes des vaccins. Et ce livre-là traite essentiellement, exclusivement des victimes des vaccins sur différents aspects. J'en avais déjà un tout petit peu parlé dans le premier, mais on manquait de recul avec les statistiques, puisque les statistiques mettent du temps à remonter et que pour pouvoir les analyser, il faut un peu de temps. Et donc sur ce deuxième livre, j'ai suffisamment de temps, suffisamment de recul statistique pour faire un dénombrement, on va dire, plus précis des victimes des vaccins, avec différentes sources qui sont toutes officielles, aussi bien la mortalité que les déclarations de pharmacovigilance ou même la chute impressionnante de la natalité qu'on a dernièrement. Et puis, à cela, il faut aussi rajouter que depuis le temps, on a réussi avec un collègue belge qui s'appelle Patrick Meyer, qui est chercheur à l'Université de Liège, nos travaux, on a réussi à les faire relire par nos pairs, ce qui n'a pas été chose facile. Puisque autant il est très facile de vanter le mérite des vaccins ou comme de n'importe quel produit pharmaceutique d'ailleurs, quand on veut se faire relire par les pairs et publier dans une grande revue, il n'y a pas de problème du moment que ça rapporte et que ça ne contredit pas la doxa. En revanche, quand il s'agit de montrer qu'un produit est dangereux, particulièrement celui-ci qui a été imposé à quasiment toute la planète, c'est un peu plus compliqué, même de sortir des chiffres officiels, des méthodes qu'on peut vérifier. Mais voilà, aller à contre-courant, c'est un peu complexe. Et on a réussi, donc on peut aussi annoncer, je dis dans ce livre, les résultats que je propose, ils ont été relus par les pairs, dans le cadre d'un colloque international de bioinformatique et de biostatistique. Donc même le mainstream, on va dire, ne peut plus dire que c'est des gens qui font ça sur un coin de table. On a pu se faire relire. Ouais. Puis il y a tous ces chiffres et je trouvais important dans ce livre de terminer par des témoignages de façon à rappeler que derrière des statistiques, quand je montre qu'il y a une hausse de mortalité, quand je montre qu'il manque des bébés, eh bien derrière, il y a des vrais gens qui ont vraiment vécu ça. Et donc le livre termine par un certain nombre de témoignages qui illustrent que tout au long de cette période, il y a des gens qui ont perdu des proches, malheureusement. Il y a des gens qui sont blessés de manière très grave. Il y a des femmes qui ont perdu des bébés, qui ont des problèmes de règles. Et donc voilà, il y a toute une dernière partie du livre qui montre que derrière toutes ces courbes, ces hausses de mortalité, malheureusement, ce sont des vraies personnes qui ont souffert et qui souffrent encore et qui aujourd'hui réclament justice. Oui, d'ailleurs, merci pour cela, puisque c'est vrai qu'on baigne dans un monde qui balance des chiffres, des statistiques en permanence et qui a tendance à oublier la réalité de ce que vivent les gens au quotidien et donc, en l'occurrence, tous ces drames. Maëlys Clausel. Oui, on saisit un petit peu la dangerosité derrière ces chiffres. Qu'est-ce que ces chiffres, justement, révèlent-ils de la dangerosité de cette pandémie que nous avons tous traversée ?
En fait, il y a, depuis le début de la vaccination, donc c'est très très tôt, hein, dès janvier 2021, donc les vaccins viennent juste de sortir, il y a déjà des signaux d'alarme qui remontent. En France, dans tous les pays, c'est pareil, mais même en France, avec des remontées de pharmacovigilance et des médecins qui font remonter au ministère de la Santé, attention, on a déjà des morts dans les EHPAD. Voilà, donc on le trouve dans les documents, hein, écrit en gros en rouge. Et tous ces signaux sont mais occultés, c'est-à-dire on n'en parle pas, prouvez pas que c'est le vaccin, machin, on continue à marche forcée. Alors qu'il y a d'autres vaccinations hein, dans l'histoire qui ont eu lieu et qui se sont mal passées et qu'on a arrêté très vite. Hein. On met plusieurs exemples dans le livre. Mais du coup, euh, dès le début, on sait que c'est dangereux, que ça peut être dangereux, et malheureusement, il n'y a rien qui est pris en compte. Euh, il y a de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui remontent leurs effets indésirables à la pharmacovigilance. Donc, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est le suivi de tous les effets indésirables de tous les médicaments. Très peu de gens connaissent et c'est malheureux puisque il y a absolument aucun suivi des médicaments quand il y a un médicament qui est mis sur le marché. Pour les vaccins Covid, c'est pareil. Tout ce qui est fait, c'est qu'on permet aux gens de déclarer des effets indésirables. Donc, si vous êtes très malade après un médicament, quel qu'il soit, c'est à vous de faire l'effort de le déclarer. C'est à vous de savoir qu'il faut le déclarer et de faire l'effort. Vous pouvez en parler à votre médecin. Normalement, si vous sentez mal après un médicament, vous en parlez à votre médecin. Il est contraint et obligé, normalement, de faire une déclaration et ils ne le font quasiment jamais. Ils ne le font quasiment jamais, d'autant plus quand c'est quelque chose d'obligatoire ou qu'ils ont pratiqué eux-mêmes et que ça les obligerait à reconnaître que ce qu'ils ont prescrit, ce qu'ils ont fait, ça a fait du mal aux patients. Mais voilà. Mais donc voilà, dans les faits, c'est quasiment jamais fait. Donc ça, c'est une statistique. C'est quand même un signal d'alarme puisqu'on voit des choses qui remontent hein, grâce à ce système-là, même s'il est très imparfait. Je détaille dans le livre comment fonctionne ce système et ses imperfections. Et puis, il y a d'autres statistiques que l'on peut suivre. Et notamment, dans le livre, je suis les évolutions de la mortalité française par âge. Et je m'aperçois, pas qu'en France d'ailleurs, et dans tous les pays d'Europe où j'ai des données, ce qui fait aussi l'originalité de mon travail, qu'il y a des hausses de mortalité qui suivent immédiatement toutes les campagnes de vaccination. Et ça, c'est un problème. C'est un problème d'avoir une vraie trace statistique, visible, significative, de la mortalité qui augmente en lien avec la vaccination. Et donc, la dangerosité du produit peut se suivre jusqu'au décès. C'est-à-dire que même les décès sont c'est pas une hécatombe non plus, mais sont suffisamment nombreux de façon à laisser une trace statistique. Et il faut comprendre que le décès, c'est, on va dire, l'effet indésirable le plus grave. Et donc, pour un décès, c'est des centaines, des milliers de personnes qui sont extrêmement malades. Et donc, des millions qui sont un petit peu malades. On peut considérer ça un peu comme une probabilité où vraiment le pire des choses qui puissent vous arriver, le bout du bout, c'est de décéder. Mais que c'est révélateur d'un nombre de problèmes qui est immensément plus grand. Alors précisément, c'est Catherine Théier, vous en parlez dans votre ouvrage, qui s'est penchée sur ce nombre de déclarations d'effets secondaires. Et donc, il y en a différents. Il y a l'avortement spontané, il y a la fibrillation auriculaire, et donc il y a aussi ces fameux décès. Et elle, ce qu'elle a relevé, c'est qu'il y avait une différence entre le nombre de dossiers consultables à l'issue de la crise Covid en mai 2024, donc bien après, et des dossiers qui avaient été mis en ligne depuis octobre 2021. Concrètement, il y a des dossiers qui ont été supprimés, Pierre Chaillot. Pour les décès, on était à 28 873 dossiers consultables, donc en mai 2024, alors que donc Catherine Théier en avait relevé 44 342. Oui, Qu'est-ce qui s'est ça. passé dans les bases de données ? Eh bien, on interroge, et Catherine fait l'effort d'interroger régulièrement les bases pour savoir ce qui se passe, n'obtient aucune réponse en interrogeant via différents canaux, même officiels, en demandant des résultats via la CADA, etc. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a des dossiers qui disparaissent. Ils disent, mais c'est une base de données vivante, et dans les bases de données vivantes, voilà, il y a des choses qui évoluent. Il y a même des dossiers qui réapparaissent. Donc ça, c'est extrêmement étrange aussi. Ce que l'on note à un moment, j'ai demandé cet exercice-là à Catherine Théier, c'est de faire ce suivi dans le temps. Et quand on fait ce suivi dans le temps, des dossiers qui se mettent à disparaître tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une vague énorme de disparition de dossiers pendant les vagues de vaccination. Ce qui fait que la courbe actuelle est complètement illogique. En théorie, imaginez que voilà, vous faites une campagne d'un médicament quel qu'il soit, avec des grandes vagues, vous le distribuez dans le temps, à certaines époques. Là, fatalement, les remontées de pharmacovigilance, même si c'est du hasard, vont suivre les vagues. Et quand vous faites une vague de vaccination, vous allez forcément avoir derrière une vague de pharmacovigilance, de remontée de décès indésirables. Et vous allez pouvoir retrouver toutes les vagues.
Et là, ils y vont tellement fort en épuration des dossiers qui les gênent qu'il y a des vagues de vaccination qu'on n'observe plus. On les observe au moment quand Catherine fait l'effort de récupérer tous les dossiers au fil de l'eau. On voit les vagues et ils écrètent, mais tellement fort, les remontées de pharmacovigilance que je crois que c'est la vague, ce doit être de l'hiver 2021 de vaccination, quelque chose comme ça, qui disparaît complètement. Voilà, il n'y a plus aucune, c'est comme si c'était lisse, alors qu'on sait qu'il y a une vague de vaccination à ce moment-là, ce qui est absolument illogique. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une preuve qu'ils sont en train de tordre les données de remontée de façon à faire disparaître la dangerosité de l'injection en faisant disparaître les données de mortalité, quoi. Enfin, j'ai pas d'autre explication que ça. C'est pas normal d'avoir un tel écrétage à certaines dates extrêmement précises de remontée de pharmacovigilance. Oui, et puis effectivement, je pense que s'il y avait une raison, vous auriez peut-être eu des réponses à vos questions, enfin du moins une raison autre que celle que vous avancez. Ce livre, c'est aussi la guerre ouverte à l'industrie pharmaceutique. Clairement, aujourd'hui, ce que vous pointez du doigt, donc c'est ces vies brisées, ces drames humains, derrière tous ces problèmes d'effets secondaires, mais c'est aussi le pouvoir énorme de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui dans nos vies. Oui, tout à fait. Et qui a le contrôle sur ce que malheureusement les médias appellent encore la science, qui n'en est pas. Qui est la publication des revues scientifiques. Et la publication des revues scientifiques n'a plus particulier en ce qui concerne la médecine, enfin, de manière générale, avec ce qui rapporte énormément d'argent, et donc les médicaments, enfin en tout cas l'ensemble des produits pharmaceutiques, ça n'a plus rien à voir avec de la science. Déjà, dans le premier livre, je montrais deux études qui sont publiées même trois, publiées dans les grandes revues scientifiques. Et si on les prend dans l'ordre et qu'on comprend la méthodologie, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec de la science, c'est vraiment de la propagande. On tord le cou aux chiffres de façon à raconter ce qu'on veut. Dans le premier livre, c'était pour raconter que le Covid était dangereux et que les confinements sauvaient des vies. Hein. Voilà, c'était vraiment des absurdités méthodologiques crasses, vraiment tellement c'était affreux. Et là, pareil, j'en prends deux pour montrer que les revues scientifiques publient mais n'importe quoi, et là c'est pour justifier que la vaccination est surefficace. Et voilà, avec mon ami Zébriochet, on démonte là deux études, mais vraiment qui sont pareil, une méthodologie mais qui a tombé par terre, où on tord le cou aux chiffres, on décale les courbes de façon à faire raconter n'importe quoi. Donc là, ça permet de mesurer un peu la puissance de l'industrie pharmaceutique sur cet aspect qui est ce qu'on appelle la science, où tout est dévoyé, et ce qu'elles font publier, c'est vraiment du n'importe quoi de façon à faire la promotion des produits. Et ça, c'est très puissant de leur part. Ça leur coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace plutôt que de faire de la publicité dans les magazines. Hein. À la place de faire ça, elles font de la promotion et elles financent des études bidons, hein, il n'y a pas d'autre mot. Elles se payent des places dans des grandes revues scientifiques. Derrière, elles font des publications et c'est toute la presse qui, comme un seul homme derrière, va récupérer le titre de la publication pour vanter les produits, pour vanter tel ou tel produit avec tel ou tel miracle de la science qui aurait été inventé par tel ou tel laboratoire pharmaceutique. Et donc toute la presse, gratuitement, se fait l'écho en vantant les mérites de ce que fait l'industrie pharmaceutique. Voilà, on a le cas des vaccins, mais il y a le cas pour beaucoup d'autres produits. Hein, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc en ayant la main mise sur cette pseudo-science, elle réussit à avoir aussi la main mise sur sa propre promotion. Et c'est à ça que ça sert. Il n'y a pas que ça. Dans le livre aussi, je montre le pouvoir de l'industrie pharmaceutique sur l'écriture des lois. Et notamment le fait, ça c'est en tout début de livre, comment les lois françaises, mais aussi européennes, protègent de manière éhontée l'industrie pharmaceutique et tous les effets indésirables de ces médicaments. Il y a tout un tas de livres qui ont déjà été écrits pour expliquer, pour rappeler le nombre de nouveaux médicaments qui sortent sur le marché tous les ans, sûrs et efficaces puisque validés par les autorités sanitaires, et le nombre de ces médicaments qui chaque année sont interdits parce qu'ils sont dangereux. Et donc ça donne une idée du sérieux des autorités qui de toute façon n'ont pas de laboratoire, et de tout ce qu'elles font, c'est qu'elles lisent les études bidonnées, puisqu'on en a parlé, l'industrie pharmaceutique, les adoubent, mettent sur le marché les produits, et puis quand elles reçoivent trop d'appels parce qu'en effet c'est dangereux et que les médecins se rendent compte qu'ils tuent des gens avec, ça finit par être interdit. Enfin, ça finit par être interdit au bout d'un certain temps. Ouais. Donc voilà, il faut comprendre la puissance de ce Léviathan. Et à quel point la totalité, tout ce qu'elle contrôle dans la vie et comment il est difficile de s'en séparer et tout ce qu'on doit combattre. Et on comprend que ça va probablement passer par le terrain législatif aussi. En tout cas, vous aviez mentionné cette loi que vous mettez au début de votre livre. Je vais la lire pour les auditeurs. Donc la loi dit: le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Jusque-là, tout va bien. Et puis ensuite, c'est complété par: la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Et on comprend bien
qu'il y a un jeu assez pervers sur cette seconde partie, puisque ça doit être extrêmement difficile de prouver cette causalité. Et c'est d'ailleurs la difficulté à laquelle se heurtent tous les témoignages que vous nous livrez en fin de livre. Oui, c'est exactement ça. D'un point de vue strict, si on veut être d'une logique extrêmement froide, c'est impossible. Vous avez un jeune qui est en parfaite santé, c'est arrivé, hein, qui a une vingtaine d'années, qui fait son vaccin et qui meurt dans la soirée ou le lendemain. Vous ne pouvez pas prouver de manière définitive que c'est bien le vaccin qui l'a tué. En toute logique, vous vous dites, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà, il faut faire un travail d'enquête extrêmement minutieux. Enfin, même là, vous dites, mais voilà, c'est le vaccin, il est en excellente santé, il fait un produit, on sait qu'il y a des effets indésirables qui existent, c'est ça. Mais d'un point de vue strict de logique froide, on dira, mais non, mais ça peut être autre chose. Et c'est comme ça que se défend l'industrie pharmaceutique. Et c'est comme ça que défendent les autorités et qu'elles défendent l'industrie pharmaceutique. Quand l'ANSM, par exemple, publie des choses comme voilà, il y a eu tant de morts après les vaccins Pfizer qui ont été remontés, ou Moderna, peu importe d'ailleurs, je peux faire de publicité à l'un ou à l'autre, mais le lien avec la causalité du vaccin n'a jamais été prouvé. C'est la phrase qu'ils mettent partout, de façon à se dédouaner, de façon à faire croire qu'il n'y a pas de problème, et que non, allez-y, continuez, tout va bien, Madame la Marquise, faites vos vaccinations, et on n'arrive pas à prouver la causalité du vaccin. Bah oui, stricto sensu, on peut pas. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'un expert un médecin, enfin un expert médical se mouille et dise non mais moi en tant qu'expert je dis que c'est bien le vaccin qui a tué cette personne. Trouver cet expert c'est pas simple et on va dire que la durée de vie au sein du monde médical de cet expert-là elle est relativement limitée. Hein. On a bien vu pendant la crise Covid ce qui est arrivé à tous les médecins qui ont essayé de dire attention on n'est pas trop sûr, c'est dangereux, moi j'ai des problèmes, voilà. Le nombre de médecins qui ont eu des gros ennuis, qui se sont fait radier, ça montre la capacité aussi de l'industrie, via les autorités, de faire pression sur l'ensemble du corps médical pour que jamais ils ne dénoncent les problèmes qui ont trait aux différents médicaments, dont les vaccins Covid-19 dont il est question. Pierre Chaillot, une question de Maëlys Clausel. Oui, Pierre Chaillot, selon vous, avons-nous assez de recul à l'heure actuelle sur ces effets justement très indésirables ? Alors, assez de recul, non. On aura toujours peut-être des surprises qui arriveront. Mais assez de recul, oui. Assez de recul, on en avait dès janvier 2021, quand, dès le premier rapport, on a un rapport qui arrive DGS Urgent, là, qui dit, attention, dès la première vague de vaccination, première semaine, on a 8 morts. Ça suffisait, à ce moment-là, à arrêter la campagne de vaccination. Ça suffisait. Alors, la campagne de vaccination, déjà, n'aurait jamais dû démarrer. Puisque les études de phase 3 qui ont été données par les fabricants, d'un point de vue statistique en tout cas, ne valaient pas validation. Il y a un livre de Christine Coton qui s'appelle « Tous vaccinés, tous protégés », qui détaille l'essai Pfizer et comment l'essai Pfizer ne valide pas les bonnes pratiques médicales. Dans mon livre aussi, j'en parle, puisqu'en tant que statisticien, je peux dire qu'il me suffit d'une lecture de ce document pour qu'un bac+1 en statistique le mette à la poubelle. Voilà, donc de toute façon, ça n'aurait jamais dû être validé d'aucune sorte, mais dès la première semaine, quand il y a les premières remontées, ça doit s'arrêter immédiatement. Donc du recul, on avait assez. Est-ce qu'on en aura toujours? Oui, il est possible qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas aujourd'hui de ce que ça fait. Moi, dans le livre, je détaille des choses concernant la mortalité. Je détaille aussi des choses concernant la natalité, hein, puisqu'on a quand même des problèmes de natalité sur lesquels on n'a aucune explication qui est avancée. Hein, voilà. On a vu pour la mortalité sur un tas de raisons, expliquer pourquoi les jeunes mouraient tout d'un coup, ça a fleuri dans la presse à partir de 2021. Ils secouaient les draps trop fort, ils mangeaient des pizzas, ils mangeaient des cacahuètes, ils faisaient trop de sport, ils dormaient pas assez, ils dormaient trop. Et les femmes seules chez elles, elles mouraient subitement, c'était normal. Enfin bref, tout un tas de choses. Quand on voit des explications comme ça qui se mettent à sortir et à fleurir, ça montre quand même qu'il y a un problème qu'on essaie de masquer. C'est tellement criard que c'en est ridicule. Mais pour la natalité, par exemple, on ne sait pas ce que ça va donner à l'avenir. Est-ce que le problème de natalité qu'on a observé pile 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes, hein, voilà, tout le monde fait comme s'il n'a pas trouvé de cause. Mais bon, quand on voit partout en Europe que c'est pile 9 mois après la vaccination, on va quand même se poser des questions. Est-ce que ces problèmes vont se régler dans le temps? Est-ce qu'on va avoir une remontée à un moment? C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout, quoi. C'est difficile à savoir. Pour la mortalité, on a déjà, sur certaines tranches d'âge, des retours à la normale. Voilà. Donc, on a, après la vaccination, une hausse de mortalité. Ça, j'avais commencé à le voir dans le premier livre. Là, ce qui est nouveau, maintenant qu'on a suffisamment de recul, c'est qu'on voit certaines tranches d'âge revenir à la normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malheureusement, les gens qui devaient décéder, en grande partie, sont déjà décédés rapidement. Et que sur le reste des autres personnes, on a tout un tas, en fait, qui remonte la pente, qui arrive à se débarrasser
je sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ça, toxicité, empoisonnement, enfin, je connais pas de mon terme à utiliser, mais voilà, qui se débarrassent des produits nocifs dont ils avaient à se débarrasser. Et ensuite, bah voilà, ça revient à une certaine normale. Et c'est une preuve supplémentaire d'ailleurs, hein. Si la mortalité revient à la normale, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose pile à ce moment-là. Voilà, donc pour la natalité, encore une fois, aujourd'hui, je sais pas. Donc peut-être qu'il nous faudra plus de temps pour savoir si ça revient à la normale ou pas. Quoi qu'il en soit, il faudra étudier cette piste-là, puisqu'en ce moment, les chiffres sur notre démographie sortent beaucoup dans la presse. Donc, bien évidemment, il y aura un sujet à étudier. Pierre Chaillot, vous vous penchez sur les effets de ces injections, mais vous pointez aussi du doigt la responsabilité des politiciens dans la façon dont ils ont géré la crise et les conséquences que ça a eu sur les gens, notamment en termes de santé mentale, toutes ces restrictions concernant les masques à porter parfois pendant plus de 8 heures par jour pour les gens qui continuent à travailler. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est déjà quelque chose que j'avais soulevé dans le premier livre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le bilan de ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas la moindre début de trace de preuve de l'utilité de l'ensemble des mesures qui ont été prises. Je parle des confinements, je parle des masques, de la distanciation sociale et autres sujets tels que ceux-là, distanciation sur lesquels il n'y a pas la moindre début de trace scientifique de preuve que ça sert à quelque chose. Les masques, c'est pareil, hein, les débats scientifiques qui avaient eu lieu dans les années 70-80 concernant le port du masque, même en bloc opératoire, hein, voilà. Est-il utile de porter un masque chirurgical en bloc opératoire? Il n'y a pas une seule étude qui a réussi à démontrer que ça avait une utilité, hein. Donc, il y avait un vrai débat entre chirurgiens et infectiologues, où les chirurgiens disaient, mais on est plus à l'aise, ça sert à rien. Les infectiologues disaient, non, mais vous vous rendez compte, vous allez contaminer le patient. Et le seule utilité qui avait été montrée du masque, c'est que ça protégeait le chirurgien des jets de sang ou d'autres matières quand il opérait, et que du coup, ça l'empêchait d'être gêné dans son travail. Mais c'est tout, quoi. Donc, de là à dire qu'en population générale, dehors, pour se prémunir de je ne sais quel pathogène, ça sert à quelque chose, on est à des années-lumière, hein. Donc, je parlais de l'industrie pharmaceutique qui détient la science, qui lui fait dire ce qu'elle veut, mais dans cette période-là, on a même été plus loin, c'est-à-dire qu'on a mis sur des plateaux télé des gens avec des blouses blanches qui prétendaient avoir des résultats scientifiques qui n'existent pas. C'est-à-dire que même l'industrie n'a jamais essayé de pousser et à produire des choses, on va dire, on va dire, pour justifier telle ou telle pratique. La distanciation, les masques, tout ça, ça n'existe pas, hein, en termes scientifiques. Donc, on a un bilan à faire sur les raisons pour lesquelles et comment les politiques ont été conseillés pour mettre en place de telles mesures qui n'ont aucune justification d'aucune sorte, quoi, qui est dans l'imaginaire de certaines personnes. Oui, ça pointerait probablement, vers le comprendre derrière vos mots, leur responsabilité. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut s'attendre à des vraies sanctions, Pierre Chaillot ? Alors, là, j'entends beaucoup de gens discuter et puis partir immédiatement en procès. Je pense qu'il faut avoir en tête que la justice suit les lois qui suivent l'opinion, hein. Donc, ça se fait d'abord dans cet ordre-là. Il y a certains pays au sein desquels il y a eu des renouvellements politiques forts qui ont fait que l'ensemble des autorités ont changé et que quand le bord change, il est peut-être possible dans ces pays d'obtenir des avancées en termes de justice. Dans un pays comme le nôtre, où il y a une vraie stagnation du pouvoir politique depuis cette crise, qui n'a pas vraiment forcément envie de dresser un bilan négatif de son action, ça me paraît difficile d'avoir un soutien de ce côté-là. Et puis, du point de vue de la justice, à mon sens, il faut d'abord que les gens prennent conscience du problème, de façon à ce que ça se traduise en une pression populaire pour changer la loi, et ensuite la justice suivra. Mais aujourd'hui, je ne vois, enfin, voilà, je vois difficilement comment la justice, qui d'ailleurs pendant toute la crise a retoqué toutes les personnes qui apportaient des arguments scientifiques et logiques pour contredire ce que disait le gouvernement, hein. Tous les recours au Conseil d'État ont été, même ceux légitimes, hein, ont tous été absolument retoqués de manière même éhontée pour certains, parce que j'en ai suivi. Donc voilà, pour moi, on n'aura rien tant que d'abord, on n'aura pas fait comprendre aux gens la manière dont ils ont été abusés pendant toute cette période, où on leur a fait faire n'importe quoi, et surtout les faire prendre conscience que le prochain coup qu'on essaye, il faudra qu'ils refusent en bloc. Maëlys. Et selon vous, la collecte massive de données, donc notamment avec le pass sanitaire par exemple, est-ce que justement c'était une façon de surveiller les gens en permanence et donc une forte répression des libertés individuelles ? Évidemment. Le fait d'être obligé mais de toute façon, la restriction de liberté individuelle, on l'a vu, c'est-à-dire que quand on n'était pas vacciné et qu'on se faisait interdire l'accès à toute
à tout en droit public, c'était quand même d'un niveau de restriction de liberté qui a été rarement atteint. Hein. Bon, mis à part, il y a un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle dans un certain contexte en Allemagne. Bon, oui. Non seulement il y avait cette interdiction de base de rentrer, c'est-à-dire où on se faisait vérifier à l'entrée, et donc ça c'est un flicage qui n'a jamais été atteint. Et en plus, derrière, toutes les données remontaient, ont été enregistrées, et donc tous nos faits et gestes étaient ensuite derrière enregistrés pour être possiblement analysés si on voulait. Donc, en revanche, ça nous a donné quelques informations croustillantes, hein, notamment dans le premier livre. Ces informations-là, c'est-à-dire par exemple toutes les données des statistiques, hein, des tests, des malades, tout ça, sont retrouvées en ligne parce que le ministère de la Santé voulait justifier l'efficacité de ces bonnes mesures en mettant tout en ligne. Et c'est ce qui, dans le premier livre, m'a permis de démontrer notamment que les tests PCR n'ont rien à voir avec aucune maladie. Voilà, les tests PCR, quand vous faites un test PCR pour savoir, le test PCR Covid, hein, voilà, vous allez dans un laboratoire pour faire analyser, à la place du test PCR, vous pouvez lancer un dé, hein, voilà, en disant, bah, si je fais un 1, c'est que j'ai le Covid, et les autres chiffres, c'est que je suis en bonne santé. C'est la même chose. Il n'y a aucun rapport entre un test PCR Covid et une maladie. Et ça, on le sait grâce aux données du ministère de la Santé. Ils mettent en ligne les données pour savoir si on a un test négatif positif et si on est malade ou pas. Et grâce à ces données qu'on peut analyser statistiquement, on découvre qu'il n'y a aucun lien, mais vraiment aucun rapport entre le résultat d'un test Covid et le fait d'être malade. Voilà. Donc, à la fois, on a vécu une période de flicage qui est extrêmement dangereuse, hein, c'est-à-dire qu'on est au niveau maximum, on atteint quasiment le niveau à la chinoise, quoi, où à chaque fois on fait un geste, on est surveillé, on regarde où on va, si on a le droit d'y aller ou pas en fonction de nos points. Bon, là, le point, c'était le vaccin Covid. Donc, déjà, ça, c'est extrêmement dangereux. L'autre aspect, c'est quand même d'avoir réussi à obtenir des chiffres qu'on pouvait analyser pour montrer et pour prouver, hein, que tout ce qu'on a vécu, c'était une absurdité totale. Pierre Chaillot, est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase assez encourageante quand même de libération de la parole ? Est-ce que vous pensez que la lumière va pouvoir être faite sur toutes ces affaires de la crise Covid, la façon dont ça a été géré ? Puisqu'on le voit par exemple récemment, il y a un rapport qui a été publié par le Congrès américain qui commence à pointer du doigt déjà la façon dont la crise a débuté, mais ensuite la façon dont elle a été gérée, les effets des injections entre autres, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est positif et qu'on se dirige enfin vers la vérité? Alors, le rapport américain, si on pense en même, il est vraiment à double tranchant, hein, parce qu'il valide quand même la totalité du narratif et l'efficacité des mesures. J'en ferai une étude plus approfondie prochainement pour expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà, je pense qu'il faut se méfier des petits pas à peine grignotés à certains endroits où on crie victoire, mais il faut regarder tout le reste. Et quand tout le reste sert à justifier la totalité des politiques qu'on a vécues, il faut quand même se méfier, hein, de ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, oui, il y a une période de libération de la parole et il est possible que le changement de politique américaine, quel qu'il soit d'ailleurs, si c'est un changement politique, il est possible qu'il tape sur les prédécesseurs et que rien qu'en faisant ça, on découvre certaines choses. Euh, et donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, en tout cas, d'un point de vue strict, pour avancer vers un peu de vérité, même si on n'aura pas tout, hein. Par exemple, c'est quand même l'administration Trump qui, avant son départ, a financé le projet Warp Speed, qui a financé les vaccins, hein, faut pas l'oublier. Donc, il y a certainement des choses qu'on aura, mais on n'ira pas non plus trop taper probablement sur les choses qui vont égratigner le président en place. Bon. Mais il faudra prendre ce qu'on peut prendre. En France, on a aussi la libération de la parole. C'est aussi pour ça que je publie ce livre sur les victimes. Le premier livre, c'était sur la crise Covid et je l'avais publié aussi dans un contexte en 2023 où on sentait qu'on pouvait commencer à parler un peu de la crise. Les victimes, c'était encore un peu juste. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a quand même des médias mainstream qui commencent à faire parler des victimes, des gens qui ont des problèmes d'indemnisation, tout ça. Donc c'est aussi, on va dire, la peur baissant, on pouvait commencer à parler du Covid. Et là, bon, les gens ne faisant plus vacciner, donc n'ayant plus besoin de se justifier ou de se rassurer en se disant que ça fait rien, on peut commencer à parler des victimes des vaccins, les mettre en lumière et puis essayer de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé. Donc oui, la parole se libère un peu, ça commence à grignoter même les médias mainstream, c'est dire. Ouais.
Et puis effectivement, il faut probablement aussi beaucoup compter sur cette pression populaire qu'on sous-estime souvent, même si évidemment, chers auditeurs, on a aussi très souvent la sensation de ne pas être entendu, voire carrément bâillonné, mais en l'occurrence, ça peut fonctionner. Et ce livre, donc Pierre Chaillot, merci de l'avoir publié, puisque c'est aussi une façon de libérer la parole. Avec tous ces témoignages que vous livrez, vous faites comprendre à vos lecteurs que si jamais ils sont également victimes de ces effets secondaires, et donc victimes de cette crise du Covid, eh bien, ils ne sont pas seuls et qu'il faut en parler, il faut faire remonter tous ces problèmes. C'est parfaitement légitime et c'est presque un devoir, si j'ose dire. Pierre Chaillot, donc, vous êtes l'auteur de Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. C'est disponible dans 5 jours, si j'ai bien compris, dans les meilleures librairies et donc publié chez l'Artilleur. Merci beaucoup, Pierre Chaillot, et merci pour votre travail. À très bientôt.